Il était 7h15 du matin dans le quartier d'affaires de la Défense, aux portes de Paris. Le café dans ma main était brûlant, mais l'air dans mon appartement était froid, silencieux et hors de prix, exactement comme je l'aimais. Soudain, l'interphone a retenti. Ce n'était pas un ami. C'était un huissier de justice. J'ai signé pour recevoir l'épaisse enveloppe, je l'ai ouverte brutalement debout dans mon entrée et j'ai fixé l'entête juridique. Une assignation au titre de l'obligation alimentaire. Mes parents, Philippe et Catherine, me poursuivaient en justice. Ils ne demandaient pas de l'aide poliment. Ils m'assignaient pour obtenir une pension alimentaire mensuelle, prétendant être dans le besoin. Pourquoi ? Parce que le divorce de ma sœur Chloé leur coûtait une fortune. Ils voulaient mon argent pour payer ses erreurs. L'audace de la démarche ne m'a pas fait crier. Elle m'a glacé. Faites une pause une seconde. Laissez un commentaire et dites-moi quelle est la chose la plus scandaleuse qu'un membre de votre famille ait jamais exigé de vous. Je lis les commentaires en ce moment même. Je n'ai pas jeté les papiers. Je n'ai pas crié. La panique est une inefficacité que je ne pouvais pas me permettre, alors je l'ai sautée et je suis passée directement à l'atténuation des risques. Je me suis assise à ma table à manger en verre et j'ai enclenché le mode évaluation des risques. Le procès prétendait qu'il existait un accord tacite pour soutenir mes parents dans leur vieillesse en échange des nécessités de la vie qu'ils m'avaient fournies durant mon enfance. Nourriture, logement, vêtements. Ils essayaient littéralement de me facturer mon éducation. Ils prétendaient que mon refus de vendre mon appartement pour financer leur bataille juridique constituait une rupture de ce contrat imaginaire. C'était une frappe nucléaire sur mon avenir financier, lancée par les personnes censées être mon filet de sécurité. La plupart des filles appelleraient leur mère en pleurant, suppliant pour une explication. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes parents étaient nuls en technologie. Il y a des années, ils m'avaient désignée comme administratrice du cloud familial parce qu'ils ne voulaient pas s'embêter à retenir des mots de passe. Ils avaient oublié que je détenais les clés. Je me suis connectée. Je n'ai pas juste navigué. J'ai exécuté une OPA hostile. J'ai téléchargé 5 ans de déclaration d'impôts, de relevés de cartes de crédit et de virements bancaires. J'ai sécurisé chaque PDF détaillant leurs habitudes de dépenses. Puis j'ai changé les mots de passe. Je les ai enfermés hors de leur propre vie numérique. J'ai regardé autour de mon salon. Pour eux, cet appartement à la Défense n'était qu'un actif. C'était un tas d'argent qu'ils pouvaient liquider pour résoudre leurs problèmes. Mais pour moi, ce n'était pas de l'immobilier. C'était une forteresse. Je me suis dirigée vers le mur et j'ai pressé ma main contre le plâtre froid. Ce mur n'était pas fait de placo et de peinture. Il était fait de pâte et d'eau. Pendant 4 ans, je n'ai rien mangé d'autre. Pendant que Chloé se faisait payer des séances d'UV hebdomadaires et une rhinoplastie pour ses 16 ans à cause d'une soi-disant cloison nasale déviée, je marchais pour aller travailler sous la neige afin d'économiser le ticket de métro. Pendant qu'il versait des milliers d'euros dans ses robes de créateur, pariant sur le fait qu'elle épouserait un riche héritier, j'amassais les centimes comme un dragon. Chaque mètre carré de cet endroit représentait une fête manquée, un voyage que je n'ai pas fait, un luxe que je me suis refusé. J'ai construit ce silence. J'ai acheté cette paix. C'était le seul endroit au monde où personne ne pouvait me dire que je n'étais pas assez bien, ou que j'étais trop ennuyeuse, ou que je n'existais que pour servir l'image de la famille. Cet appartement était la manifestation physique de ma survie. Le vendre ne serait pas juste une perte financière. Ce serait un retour au chaos. Cela signifierait démolir le seul endroit sûr que j'ai jamais connu pour construire un abri pour les gens qui m'ont laissé dehors dans le froid. J'ai regardé les fichiers téléchargés sur mon écran. Ils voulaient une guerre pour des ressources. Très bien. Mais ils avaient oublié une chose. J'étais l'analyste de risque et ils étaient un passif que j'étais sur le point de liquider. J'ai conduit jusqu'au Vésinet le lendemain soir. Ils appelaient ça une réunion de conciliation. J'appelais ça une reconnaissance. La maison de mes parents était une vaste demeure bourgeoise avec un jardin paysager parfait et une allée pleine de voitures de luxe en leasing. Cela ressemblait au rêve français. Je savais que c'était un château de cartes. Je suis entrée dans le salon et c'était comme monter sur un décor de théâtre. Ma mère, Catherine,
portait un gilet en cachemire qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Mon père, Philippe, se servait un whisky dans des verres en cristal. Et il y avait Chloé, l'enfant roi, recroquevillée sur le canapé blanc, sanglotant dans un mouchoir en soie. Elle a levé les yeux quand je suis entrée, ses yeux parfaitement bordés de rouge, son maquillage étrangement encore impeccable. Camille, renifla-t-elle. Dieu merci tu es là. Nous devons arranger ça. Mon père ne m'a pas offert à boire. Il a désigné un fauteuil rigide dans le coin. Assieds-toi, dit-il. Ne rendons pas cela plus difficile que nécessaire. Je me suis assise, plaçant mon sac sur mes genoux comme un bouclier. Je m'attendais à des excuses. Je m'attendais à ce qu'ils disent que le procès était une erreur, un geste de panique. Au lieu de cela, ma mère a joint ses mains et a souri, ce sourire serré et terrifiant qu'elle utilisait quand elle était sur le point de demander une faveur à laquelle elle se sentait autorisée. Nous savons que la voie légale est agressive, dit-elle doucement. Mais nous avons besoin que tu comprennes la gravité de la situation. Arthur applique le contrat de mariage à la lettre. Il essaie de laisser Chloé sans rien. Si elle n'a pas la meilleure représentation légale, la réputation de la famille sera ruinée. Nous ne pouvons pas la laisser vivre dans une location. Camille, que diraient les gens? Je l'ai fixée. La réputation de la famille. C'était donc ça. Pas le bien-être de Chloé, mais l'image. Et vous attendez de moi que je vende mon logement pour protéger votre image, ai-je demandé, ma voix plate. Philippe a soupiré, le bruit d'un homme accablé par un employé déraisonnable. Ce n'est pas seulement une question d'image, Camille. C'est une question de stratégie. Tu as du capital. Nous avons besoin de liquidités. C'est une réallocation temporaire d'actifs. Une fois que Chloé aura obtenu son règlement de divorce, nous te rembourserons avec intérêt, si tu insistes. J'ai regardé Chloé. Elle ne me regardait pas. Elle regardait son téléphone, vérifiant probablement l'engagement sur son dernier poste de fille triste. Et puis ça m'a frappé. La réalisation était si nette qu'elle aurait presque pu faire couler le sang. Je n'étais pas leur fille. J'étais leur police d'assurance. Pendant 29 ans, je m'étais demandé pourquoi j'étais celle qui était ennuyeuse. Pourquoi ils m'avaient poussée à étudier la finance alors que Chloé prenait des cours de théâtre. Pourquoi ils louaient ma frugalité mais se moquaient de mes vêtements. Ils ne m'apprenaient pas la responsabilité. Ils élevaient un filet de sécurité. Ils savaient que Chloé était un investissement à haut risque. Ils savaient que leur mode de vie était insoutenable. Alors, ils m'ont élevée pour être la ressource stable et sans plainte qu'ils pourraient récolter quand l'hiver viendrait. J'étais l'enfant de verre. Ils regardaient à travers moi pour voir le reflet doré d'eux-mêmes en Chloé. Je ne vends pas, ai-je dit. La température dans la pièce a chuté de 10 degrés. Le sourire de Catherine s'est évanoui. Tu es égoïste, siffla-t-elle. Nous t'avons tout donné. Nous avons fait de toi qui tu es. Tu nous es redevable. Se lever de ce fauteuil a donné l'impression de briser la gravité. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas argumenté. Je les ai juste regardés. 3 étrangers jouant une tragédie dans une maison qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Et je suis sortie. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai fermée doucement, scellant le tombeau derrière moi. Le vent au Vésinet était froid, mais pour la première fois de ma vie, le froid ne me dérangeait pas. Cela ressemblait à de la clarté. J'ai reconduit vers Paris, la mâchoire si serrée que mes dents me faisaient mal. Mon téléphone explosait de SMS de ma mère, des tentatives de culpabilisation sur la loyauté familiale, des accusations de trahison, des menaces de déshéritement. Je l'ai mis en mode ne pas déranger. J'avais du travail à faire. J'ai engagé un avocat nommé Maître Moreau, un homme dont le sourire était aussi tranchant que son costume. Il a déposé une requête en irrecevabilité. Mais ce n'était que la première salve. La vraie guerre se déroulait sur ma table de salle à manger. Pendant les 3 nuits suivantes, je n'ai pas dormi. Je suis devenu comptable forensique dans ma propre maison. J'ai passé au peigne fin les gigaoctets de données que j'avais téléchargés. Chaque relevé de carte bleue, chaque virement bancaire, chaque transaction Lydia.
C'était un labyrinthe d'incompétence financière. J'ai vu les leasings pour des voitures qu'ils ne pouvaient pas se permettre. J'ai vu les vacances 5 étoiles mises sur des crédits revolving à 20% d'intérêt. J'ai vu les frais professionnels du cabinet de conseil de Philippe qui étaient en fait des paiements pour des adhésions au country club et des journées au spa. Mais ensuite je l'ai trouvé, l'arme du crime. Ce n'était pas juste de l'incompétence. C'était du détournement de fonds. Mes parents étaient les fiduciaires de la petite succession de ma grand-mère, de l'argent qui devait être gardé en fiducie pour l'éducation de tous les petits-enfants. Le compte était vide, siphonné, et les virements n'allaient pas à des écoles. Ils allaient à une société écran enregistrée au nom de Chloé. Ils avaient canalisé l'avenir de la famille dans sa carrière d'influenceuse, achetant des followers, payant des voyages de marque, finançant son train de vie pour qu'elle ait l'air assez prospère pour attraper un mari riche. Ils n'étaient pas dans le besoin. C'étaient des criminels. Ils étaient techniquement en faillite parce qu'ils avaient volé dans la caisse familiale et l'avaient dépensé en poudre aux yeux. Je me suis reculée, la lumière bleue de l'ordinateur illuminant mon visage. J'ai ressenti un étrange sentiment de détachement. La colère avait disparu, remplacée par une certitude mathématique froide. Ils m'avaient poursuivi pour obtenir une pension parce que le puits était à sec, et ils avaient besoin d'une nouvelle source à exploiter avant que la fraude ne soit découverte. J'ai rédigé un rapport financier. C'était 30 pages de tableaux, de graphiques et de preuves indéniables. Je ne me battais plus seulement contre un procès. Je construisais une cellule de prison. Le vent hurlait à l'extérieur de ma fenêtre, faisant trembler la vitre de ma forteresse. L'hiver était arrivé à Paris, et ce serait une saison longue et froide pour les gens qui pensaient pouvoir m'utiliser comme bois de chauffage. J'ai imprimé le rapport, les pages chaudes dans mes mains. L'escalade professionnelle était terminée. Maintenant, je devais juste attendre le bon moment pour abattre le marteau. Maître Moreau m'a appelé le jeudi. Sa voix, habituellement douce et confiante, était tendue. « Camille, nous devons parler. » J'ai les documents de la partie adverse, de l'équipe légale d'Arthur. J'ai posé mon café. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont trouvé la société écran? Non, c'est pire, ou mieux selon votre degré de cynisme. Il fit une pause. Arthur n'applique pas seulement le contrat de mariage pour des différences irréconciliables. Il invoque la clause de moralité, spécifiquement la sous-section concernant la fraude à la paternité. Ma main s'est figée sur mon clavier. Fraude à la paternité? Oui, Chloé ne fait pas que divorcer. Elle est enceinte. Et le test de paternité que les avocats d'Arthur ont exigé confirme que le père n'est pas Arthur. Le silence s'étira entre nous, épais et lourd. Alors qui est-ce, ai-je demandé, bien qu'un sentiment de nausée dans mon estomac me disait que je savais déjà. C'est Thomas. Le frère cadet d'Arthur. J'ai fixé le mur de mon bureau, la ligne d'horizon de la ville se brouillant en un gris statique. Thomas, le frère qu'Arthur avait sorti de cure de désintoxication 3 fois. Le frère qui avait toujours regardé Chloé un peu trop longtemps lors des dîners de famille. C'était un scandale capable de mettre fin à une dynastie, une trahison quasi incestueuse qui humilierait l'une des familles les plus puissantes de Paris. Et mes parents savaient. Soudain, les pièces se sont mises en place, le désespoir, le procès, l'affirmation qu'ils étaient démunis. Ils n'essayaient pas de maintenir un train de vie. Ils essayaient d'acheter le silence. Ils avaient besoin de prix du silence. Ils devaient faire sortir Chloé du pays, l'installer quelque part au calme, payer quiconque pourrait parler avant que la nouvelle n'éclate et ne détruise leur statut social à jamais. Ils étaient prêts à sacrifier mon avenir, ma maison, ma sécurité, ma vie pour couvrir le fait que leur enfant prodige avait fait exploser une bombe nucléaire au sein de son mariage. C'était la normalisation ultime de la cruauté. Ils s'étaient convaincus que me détruire était un mal nécessaire pour sauver l'honneur de la famille. Ils voyaient ma stabilité non pas comme ma réussite, mais comme leur fonds de réserve. J'ai senti une fureur froide s'installer dans mes os. Ce n'étaient pas juste de mauvais parents. C'étaient des complices d'un crime moral, et ils avaient essayé de faire de moi une complice après coup. Envoyez-moi les fichiers, ai-je dit à Maître Moreau. Tous. Le test de paternité, le contrat de mariage, la clause de moralité. J'ai raccroché et j'ai marché vers la fenêtre.
En bas, la ville bougeait à son rythme incessant, indifférente à la pourriture au cœur de ma famille. J'avais passé ma vie à essayer d'être assez bien, à essayer d'être vue. Maintenant je réalisais qu'il m'avait vu parfaitement clairement. Il me voyait comme le sacrifice, le bouc émissaire à brûler pour que l'enfant doré puisse renaître de ses cendres. Mais ils avaient fait une erreur de calcul fatale. Le bouc émissaire avait l'épreuve. Et elle n'allait pas brûler seule. La salle de réunion sentait le citron et le café rassis. C'était une boîte sans fenêtre conçue pour mettre les gens mal à l'aise, mais je me sentais parfaitement chez moi. Je me suis assise à côté de Maître Moreau, mes mains jointes sur la table, regardant mes parents de l'autre côté de l'étendue d'acajou. Ils avaient l'air confiants, presque suffisants. Ils s'étaient habillés pour jouer le rôle des aînés en deuil et démunis, ma mère dans un tailleur gris modeste, mon père voûtant les épaules pour paraître plus fragile qu'il ne l'était. Leur avocat, un homme qui avait l'air de courir après les ambulances par sport, a commencé sa déclaration liminaire sur le lien sacré de la famille et la tragédie de l'abandon. Il parlait d'obligation morale. Il parlait de la façon dont j'avais bénéficié de leur générosité pendant 18 ans et refusais maintenant de rendre la pareille. Philippe hochait la tête, me regardant avec un mélange de pitié et de déception, comme si j'étais une enfant égarée qui avait juste besoin d'une punition pour comprendre son erreur. Ils croyaient vraiment qu'ils allaient gagner. Ils pensaient pouvoir me soumettre par la honte parce que c'est ainsi qu'ils m'avaient contrôlé toute ma vie. Ils ne réalisaient pas que la honte est une monnaie et que j'avais arrêté de commercer avec il y a des années. Maître Moreau n'a pas interrompu. Il les a laissés finir leur performance. Quand la pièce est finalement devenue silencieuse, il n'a pas ouvert de classeur juridique. Il m'a regardé. C'était mon tour. Je ne me suis pas levée. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement plongé la main dans mon sac et sorti 2 enveloppes Kraft. J'ai fait glisser la première sur la table. Elle s'est arrêtée parfaitement devant mon père. Ceci est un audit financier de la fiducie familiale, ai-je dit. Ma voix était calme, presque ennuyée. Il détaille 342 transactions sur les 5 dernières années. Il montre comment vous avez liquidé l'argent de la succession de grand-mère qui était légalement désignée pour l'éducation et l'avait canalisé vers une société écran enregistrée au nom de Chloé. Il montre les virements pour le leasing de la Porsche, les voyages à Saint-Tropez, les fermes à clics que vous avez engagées pour gonfler son nombre d'abonnés. Vous n'êtes pas démunis, Philippe. Vous êtes des délinquants. Vous êtes techniquement en faillite parce que vous avez détourné votre propre avenir pour acheter des likes sur Instagram. Le visage de Philippe est passé du rouge au gris en 3 secondes. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Son avocat a saisi le dossier, feuilletant les pages, ses yeux s'écarquillant en voyant les preuves. Mais je n'avais pas fini. J'ai fait glisser la seconde enveloppe sur la table. Celle-ci était pour ma mère. Et ceci, ai-je dit, est la raison pour laquelle Arthur vous détruit. C'est une copie du test de paternité issu du dossier de divorce. Ma mère s'est figée. Sa main planait au-dessus de l'enveloppe comme si elle était radioactive. Elle savait. Elle avait su tout ce temps. Ouvre-la, ai-je dit. Elle ne l'a pas fait. Elle m'a juste fixé, ses yeux se remplissant d'une terreur que je n'avais jamais vue auparavant. Alors j'ai continué. Cela confirme que le bébé de Chloé n'appartient pas à son mari. Il est de Thomas, son frère. Le silence dans la pièce était absolu. C'était un vide qui aspirait l'air de leurs poumons. Leur avocat a arrêté de lire. Il a regardé ses clients, puis l'enveloppe, puis de nouveau ses clients avec un regard d'horreur pure. Il a réalisé qu'il ne se battait pas pour une pension alimentaire. Il se tenait sur une mine antipersonnelle. Vous m'avez poursuivi pour obtenir une pension parce que vous aviez besoin d'argent pour acheter le silence, ai-je dit. Vous aviez besoin de payer les gens qui savent ou d'envoyer Chloé quelque part où personne ne poserait de questions. Vous étiez prêt à liquider ma vie, ma maison, mes économies, mon avenir pour couvrir un scandale incestueux qui détruirait votre statut social. Vous n'êtes pas venu pour mon argent parce que vous aviez faim. Vous êtes venu parce que vous vous noyez dans vos propres mensonges. Catherine a éclaté en sanglots. Ce n'étaient pas les pleurs délicats et jolis qu'elle utilisait dans les dîners mondains. C'étaient des sanglots laids et gutturaux. Nous devions la protéger, gémit-elle. C'est ta sœur, Camille.
Cela va la tuer. Si cela se sait, nous perdons tout. Nous perdons nos amis. Nous perdons notre rang. S'il te plaît, tu ne peux pas faire ça. Je l'ai regardé. Cette femme qui avait regardé à travers moi pendant 29 ans. J'ai regardé mon père qui fixait la table, vaincu. Il suppliait maintenant. Le pouvoir avait basculé si vite. Ils avaient le coup du lapin. Ils attendaient que je sois la bonne fille. Celle qui nettoie le gâchis. Celle qui se sacrifie pour que l'enfant doré continue de briller. Si vous maintenez cette poursuite, ai-je dit, je soumettrai ces 2 dossiers au domaine public comme preuve de votre situation financière et de la raison de votre insolvabilité présumée. Le choix est le vôtre. Vous pouvez abandonner les poursuites immédiatement et signer une ordonnance de non-contact, ou vous pouvez expliquer à un juge et à la presse pourquoi vous avez volé une femme morte pour cacher un scandale de paternité. Catherine a tendu la main à travers la table, tremblante. Camille, s'il te plaît. Nous l'avons fait pour la famille. Nous t'aimons. Je me suis levée et j'ai lissé ma jupe. Non, vous ne m'aimez pas, ai-je dit. Vous aimez la police d'assurance, mais vous avez fait une erreur tactique. Vous avez sacrifié la mauvaise fille. J'ai marché vers la porte. Je ne me suis pas retournée. Derrière moi, j'ai entendu ma mère sangloter mon nom, mais cela ressemblait à une histoire de fantôme. J'ai ouvert la porte et je suis sortie dans le couloir. L'air était de nouveau respirable. La déposition était terminée, et leur emprise sur moi aussi. Le procès a été rejeté avec préjudice 72 heures plus tard. Maître Moreau m'a appelé pour confirmer que les papiers avaient été déposés. Mes parents ont signé l'ordonnance de non-contact sans se battre. Ils n'avaient pas le choix. C'était l'autographe le plus cher de leur vie, acheté avec la monnaie de leur propre humiliation. Les conséquences se sont déroulées avec l'efficacité prévisible d'une correction boursière. La maison du Vésinet a été mise en vente la semaine suivante. C'était une vente forcée. Ils ont déménagé dans une location de 2 chambres près de l'aéroport, loin du country club et des regards inquisiteurs des voisins qu'ils avaient passé des décennies à essayer d'impressionner. Le divorce de Chloé a été finalisé rapidement. Arthur a été impitoyable. Elle est partie sans rien d'autre que ses vêtements et le bébé qu'elle avait essayé de faire passer pour un héritier de la dynastie. Elle vit avec nos parents maintenant. 3 narcissiques piégés dans une petite boîte louée, blâmant le monde pour la ruine qu'ils ont fabriquée. Je ne prends pas de leurs nouvelles. Je ne regarde pas leurs réseaux sociaux. Ils sont simplement de mauvais actifs qui ont été radiés des comptes. Je me suis assise dans mon appartement un vendredi soir. C'était calme. Le vent soufflait dehors, mais à l'intérieur l'air était immobile. J'ai ouvert mon ordinateur portable une dernière fois. J'ai ouvert le tableur que j'avais gardé dans ma tête pendant 29 ans. Le grand livre de chaque affront, chaque euro volé, chaque fois qu'il regardait à travers moi pour voir ma sœur. Pendant longtemps, j'ai pensé que partir était un échec. La société nous dit que le sang est un contrat contraignant. On nous apprend qu'on ne peut pas faire défaut à la famille, peu importe à quel point la dette devient toxique. Mais j'ai réalisé que parfois le sang n'est pas un lien, c'est un parasite. Couper le lien n'était pas un acte de cruauté. C'était une nécessité médicale. Je devais amputer la connexion pour sauver le patient. Et le patient, c'était moi. En lâchant la lignée qui me vidait, j'ai enfin trouvé la personne qu'ils n'ont jamais voulu que je sois. Je me suis trouvée. J'ai regardé le fichier étiqueté « dette ». Je ne l'ai pas archivé. J'ai surligné les cellules et appuyé sur « supprimer ». L'écran a clignoté et les données ont disparu. Le solde était à 0. J'ai fermé l'ordinateur. J'ai marché vers la fenêtre et regardé les lumières de Paris, des milliers d'autres forteresses contre l'obscurité. Je n'étais plus l'enfant de verre. J'étais solide. J'étais en sécurité. Et pour la première fois de ma vie, j'étais libre.